dat bloed. Et je revois toujours le sang. Du sang, du sang, du sang. Ze stoel binnen ook. Surtout dans le magasin. Le carrelage était beige avec des taches noires, mais il était recouvert de sang. En alles ook altijd vol bloed. Onmenselijk. Inhumain. Dat zijn dingen. J'ai vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Wat een kind eigenlijk niet. Même un adulte n'a pas besoin de voir Als een ça. volwassen hoeft dat niet te zien. Er zijn dingen gebeurd. Maar Le pire, het ergste c'est que ces eraan, criminels sont encore en vie. Et les assassins se baladent en die liberté. lopen nog altijd rond. Personne n'a Ooit été eigenlijk arrêté. iemand voor gestraft geweest? Chaque jour, il n'y a pas un jour qui passe où je n'y pense pas. Des fractions de secondes, hein, mais il y a toujours quelque chose. Je crois qu'il est surtout important à dire à tout le monde qu'il ne faut plus avoir peur, qu'il faut oser parler, même si on pense que c'est pas super important ce qu'on a vu. Je crois qu'il faut oser le dire. Il faut qu'on décide. Rien à faire. On n'a pas le droit de laisser tomber. Pas du tout. De ces images aux couleurs délavées par le temps, comme des fantômes, surgissent des visages. Rebecca, 12 ans, abattue puis achevée à bout portant, comme son papa, comme sa maman, comme Marie-Jeanne, Dirk, Georges, Yann, comme la petite Elsie, 10 ans. En cette nuit de sang du 9 novembre 1985 au délaisse d'Alost, 8 vies volées, 8 vies fauchées et tant d'autres brisées. Par qui? Pourquoi? 25 ans plus tard, l'envie et l'espoir de répondre aux familles ne sont pas éteints pour les enquêteurs. Leur nouvelle arme pour éclairer ce passé tellement obscur, le récit minutieusement reconstitué des événements sur base des témoignages. La ligne du temps des 30 dernières heures des tueurs du Brabant wallon. Si on parvient à élucider ne fût-ce qu'un élément repris dans cette ligne de temps, on a élucidé. C'est si simple que ça. Les 30 dernières heures des tueurs du Brabant wallon commencent ici, au bois de la Houssière à Braine-le-Comte, le samedi 9 novembre 85. Il est 18h45, dans la pénombre, l'attention d'un conducteur est attirée par un véhicule arrêté et par ses occupants énigmatiques. Quand il rentre dans le bois, il voit donc un homme armé. Un peu plus loin, il voit 2 autres individus avec un comportement qui lui paraît dans le bois donc anormal. Et encore un peu plus loin, il verra donc une voiture foncée, type Golf, qu'on pense avec le recul du temps notamment que c'est véhicule des auteurs. Ce n'est qu'après les faits d'Alost, bien entendu, qu'il va faire le lien entre ce qu'il a vu et les faits proprement dit. Au même instant, à 40 km de là, c'est l'heure des dernières courses au délaisse d'Alost. Paul est directeur adjoint du magasin. Demain, c'est la fête de la Saint-Martin, la Saint-Nicolas locale. Et ce soir, le personnel va fêter ça. La journée va s'achever calmement. C'est ce qu'il croit. Beaucoup de clients sont venus pour les derniers cadeaux. Toute la famille Van den Steen est là. Maman, papa, les 2 enfants. Rebecca, 12 ans, et David, 9 ans. Le destin leur a fixé rendez-vous ce soir et il l'ignore encore. C'était la veille de la Saint-Martin et je voulais aller voir les jouets. À l'entrée, j'ai dit à mes parents, allez faire les courses, moi je vais m'installer dans la chaise roulante, au rayon BD, avec des Bob et Bobettes, et je vais lire un peu. Andy a 10 ans et demi à l'époque. Ce soir-là, il accompagne sa marraine et son petit frère. Ils ont failli ne jamais arriver. Le destin. Encore. Ma marraine était un peu pressée. Les magasins allaient fermer et sur la route, il y avait une voiture qu'elle ne parvenait pas à dépasser. Pour finir, on est arrivé tout juste, avant la fermeture, et on a fait des courses. Dimanche, c'était la Saint-Martin, et on allait être gâtés, chouchoutés, recevoir des bonbons, bien manger. Le caddie était plein. 18h55. Au délaisse d'Alost, clients, employés, des dizaines de personnes
sont occupés à leurs achats ou à leur travail. La fermeture se profile, doucement. Le directeur adjoint relève les caisses pour faire les comptes. Leurs pensées sont très éloignées du spectre des tueurs qui ont attaqué 2 Delhaize et fait 8 morts il y a 6 semaines. Ce n'est pas le cas des policiers alostois. Depuis les tueries d'Overijse et de Braine-l'Alleud le 27 septembre, les patrouilles se multiplient autour des grandes surfaces. À cette heure-là, l'agent Evans est en mission. Ce moniteur de tir ne le sait pas encore. Son rôle sera crucial. Je patrouillais en ville avec un collègue. Et à ce moment, on contrôlait un véhicule suspect, Keizersplain à Alost. Même heure, sur le 40 à Grand Bigard, près de la station-service Texaco, un témoin voit un homme traverser l'autoroute. Il est armé. Sur la ligne du temps des enquêteurs, les témoignages se multiplient, le danger se rapproche, inexorablement. Toujours au même endroit, peu avant 19 h, une voiture au comportement étrange intrigue le pompiste. Dégage, dégage, dégage! Il y a vu des agissements suspects, donc une voiture Golf, noire ou foncée, et qui est à l'arrêt de la pompe d'essence. Mais ils ne prennent pas de l'essence. Il va vers le véhicule, il veut nettoyer donc les carreaux, et donc on lui dit de partir. Le véhicule va se déplacer, va se mettre à une autre pompe d'essence, et ne va toujours pas donc prendre de l'essence. Il va partir. Les tueurs ont-ils rendez-vous avec des complices à cet endroit? Un deuxième véhicule entre-t-il dans la danse macabre qui se prépare? Un nouveau témoignage va dans ce sens. Quelques minutes plus tard, une poignée de kilomètres plus loin sur le 40, à Ternat, Emile Wouters est en route vers un restaurant grec d'Alost. Son regard est attiré par les passagers d'une Golf, inédit. Son témoignage est peut-être capital. On s'est approché petit à petit de la voiture, on a roulé à côté d'elle, et j'ai vu un homme couché à l'arrière. À ce moment-là, le chauffeur de la Golf m'a fixé. Il avait l'air surpris. C'est un homme plutôt jeune. Il nous a regardé un instant, puis il a tourné la tête. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai bien vu son visage. Un autre événement troublant attire Emile Wouters. La Golf n'est pas seule. Une Mercedes l'accompagne, avec 3 hommes à bord. Particularité, les plaques qui sont néerlandaises ou françaises. Il regardait tout le temps la Golf. Tout le temps. Et ils parlaient entre eux. Pour moi, c'est clair. Ils étaient ensemble. Tout comme ce témoignage, les images que vous voyez sont inédites. 17 ans après avoir fait sa déposition, le témoin est rappelé par les enquêteurs. Sous hypnose, il revit les événements dans les moindres détails. Le résultat est étonnant. Je ziet een Golf rechts van mij, rijden langzaam en de chauffeur kijkt naar mij. Zie je zijn haar, Emile? Ja. Van donkere kleur? Ja. De vorm van zijn gezicht, wat kan je daarvan zeggen? Het is een spitsfiguur. Exhumé du passé, voici pour la première fois le portrait robot du chauffeur, dévisagé par le témoin. La trentaine, le visage émacié, le regard aussi noir que les cheveux, un membre de la bande. Peut-être. 19h40. Dans sa course effrénée, le temps retient son souffle. Au Delhaize d'Alost, le directeur adjoint clôture les comptes. Sur le parking, une Golf s'arrête. Ils sont là. Andy, sa marraine, son petit frère, tout en sourire, alors que le bonheur touche à sa fin. Encore perdu dans ses lectures d'enfant, David. David! Les derniers moments d'insouciance et un petit cadeau de la caissière, qu'il n'oubliera jamais. On paye et la caissière me donne un ballon bleu.
avec l'emblème du Deleuze, le petit lion. À ce moment-là, on quitte la caisse et je dis à maman, je pousse le caddie, je pousse le caddie. Mais il était bien rempli et c'était difficile à pousser. Alors on passe les portes coulissantes. Le petit David pousse vaillamment le gros caddie. Sur le parking, sa maman, sa grande sœur, son papa, la famille, ensemble, en vie. J'entends un bruit et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me retourne et je vois un gars devant ma sœur et mon père. Un grand type, avec un long manteau. Et sur la tête, il porte une perruque, avec des petites boucles foncées, genre permanentes, comme le journaliste Karl Leibrecht. Il a une écharpe devant la bouche et je pense en moi-même, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, ma sœur s'avance et elle crie, ne tire pas, c'est mon papa. En même temps, le gars tire. Et c'est seulement là que je vois qu'il est armé. Ma sœur est touchée à la gorge. La balle la transperce et atteint mon père qui est derrière elle. Il est blessé au ventre et lui et ma sœur tombent l'un sur l'autre. Rebecca et son papa sont mortellement touchés. David obéit. Il ne voit pas sa maman tomber elle aussi sous les balles des tueurs. Je regarde ma maman et elle me crie « cours ». Et instinctivement, je cours vers le bas. Je retourne d'où je viens. Sur le chemin, les balles sifflent dans tous les sens autour de moi. À ce moment-là, j'arrive à la porte d'entrée et la vitre à côté de moi vole en éclats. Et les balles qui viennent de l'exploser touchent à la tête une personne qui se trouve dans l'entrée. Elle s'écroule et je dois sauter au-dessus d'elle. Derrière David, comme un chasseur, le tueur traque et abat tous ceux qui passent dans sa ligne de mire. Ses complices investissent le magasin. À l'instant où Andy, sa marraine et son frère vont sortir. On était presque arrivé à la sortie quand on a entendu des cris, des hurlements. J'étais enfant, j'ai pensé que c'était des adultes qui se disputaient, pas un hold-up. Et quand la vitre a volé en éclats, tout près de nous, là on a compris qu'il y avait un souci. On a fait demi-tour, paniqué, en laissant le caddie. Dans le magasin, c'est l'affolement. Fuir vers l'autre sortie, à l'autre bout du magasin, où il laissait sa peau. Ici, celui que l'on surnomme le vieux fait régner la terreur près des caisses, donne ses ordres en français ou en flamand, impassible, redoutable. Le troisième homme de la bande, le présumé géant, se dirige sans hésitation vers un endroit précis du magasin. Où va-t-il? Que cherche-t-il? Son objectif, c'est le bureau de la direction et la recette du jour, 5 000 €. Tout allait tellement vite, mais tellement vite, il y a un des collaborateurs qui vient aller au bureau et il dit monsieur, ils sont là. Je dis, ils sont là, mais en même temps, le collaborateur était parti et le bandit, il était juste à côté de moi. Je ne savais plus, j'étais pris comme un rat dans le bureau. Paul a donné le petit coffre aux gangsters. Maintenant, c'est au tour des caisses. Presque tout le monde s'est enfoui ou se cache. Un silence glacial règne dans le magasin. J'étais seul. C'était une silence vraiment pour avoir peur. Hein.
Si il y avait 10 personnes encore dans le magasin, hein, ah ben c'est beaucoup. Dépêche-toi. La caisse s'ouvre. Le bandit était déjà à la caisse. Moi, donc, je fais un demi-tour pour ouvrir la deuxième caisse, puis la troisième caisse, parce que ça prend un tout petit peu de temps, c'est hydraulique, hein, donc pour s'ouvrir. J'ai dit, mais je voyais hein, qu'elle s'ouvrait pas. J'ai dit, alors maintenant, c'est ici le moment, hein, parce qu'il va être fâché ou quoi. Hein. Et alors, j'ai choisi pour ma vie et... Heureusement pour lui que l'auteur a probablement tiré 5 cartouches et à ce moment-là, il doit recharger son arme, donc le riot gun, et c'est à ce moment-là qu'il parvient donc à s'échapper. D'autres vont avoir moins de chance. Seul survivant de sa famille, David, qui s'est caché à l'intérieur, croise à nouveau la route des tueurs. Il me vise et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et à ce moment-là, il tire. Et je prends la balle à hauteur de la hanche. Comme un talisman pour se protéger, David serre au creux de sa main son dernier cadeau, le ballon bleu. Une seconde plus tard, après la grosse douleur, je me suis demandé, est-ce que je suis touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sens la chaleur dans ma main et je me dis, qu'est-ce que c'est? Je lève la main et je vois le ballon bleu que la caissière m'avait offert. Et je vois du sang qui coule dessus et mon bras est ensanglanté. Alors je me dis, là c'est fini pour moi. Quelques mètres plus loin, un autre drame se joue. Andy et son petit frère sont couchés à la sortie. La marraine bloque la porte. Ils ont tiré sur ma marraine à 1 mètre ou 50 cm. Ils sont sortis et lui ont brisé la nuque en la battant en bout portant. Puis ils sont sortis, tous les trois, en marchant. Nous, on attendait, on avait peur. J'étais avec mon petit frère, ma marraine ne bougeait plus. Personne ne bronchait d'ailleurs. Les gens autour de nous non plus. On attendait la police, sans broncher. Andy l'ignore, mais la police est là, à l'entrée de l'étroite ruelle qui arrive au parking du Deleuze. L'agent Evans vient juste d'être alerté, il est en position. À quelques mètres de lui, les bandits se préparent, calmes, méthodiques, sans état d'âme. Ils savent qu'ils sont dans une souricière, ils l'ont choisi. Ils se dirigent au ralenti, tout droit vers le barrage. Ahurissant. Ce qui me frappe, c'est la confiance entre les auteurs. C'est la confiance dans l'autre. Quand le véhicule, donc la Golf, va sortir du parking, la police est déjà là, donc ils vont se faire tirer dessus. 2 auteurs sont dans la voiture et ils vont quitter, mais vraiment à leur aise, donc quitter le parking. Pourquoi? Parce que le troisième, ce qu'on appelle nous, donc le tueur, est à côté de la voiture. Ils ne vont pas accélérer. Même pas quand ils savent qu'il y a la police qu'on leur tire dessus, ils ne vont pas accélérer. Ils vont attendre donc leur complice. C'est rien fait dans la précipitation, c'est presque calculé. Ce sont des gens qui, c'est pas exclu qu'ils ont déjà été au feu, quoi. Voilà. Policiers et bandits sont pratiquement face à face. Le tueur saute dans le coffre, la Golf accélère, Eddie Evans tire 3 fois. Mais la Golf disparaît sans riposte, le haillon grand ouvert. Je me suis concentré sur mon arme et sur ma position de tir. La position de cap choral, comme on l'appelle. Au loin, tu vois le trou noir du haillon arrière qu'il faut viser et essayer de toucher. Dans ce flou, je n'ai vu aucune silhouette.
Je me suis seulement concentré sur la voiture que je devais toucher. Je ne voulais pas leur donner l'occasion d'attaquer un deuxième Deleuze, comme à Braine-l'Alleud et Overijse. Le temps passe, les témoins se succèdent. 19h45, à 2 km du Deleuze, un cycliste voit passer une Golf foncée à toute vitesse. Le haillon arrière est grand ouvert. Un quart d'heure plus tard, 20 km plus loin, à Leerbeek, un automobiliste poursuit une GTI au comportement dangereux. Cette fois, le coffre a été refermé. Ce qui est important, c'est qu'il est formel pour dire qu'il n'y avait que 2 personnes à bord. Il n'y avait personne à l'arrière. Est-ce que le troisième était couché? Nous, notre hypothèse est naturellement que le troisième a été touché effectivement par les balles du policier à Alost et qu'il en est mort. Mais c'est une fois encore du bois de la Houssière et de ses environs qu'émanent les témoignages les plus troublants. Il est minuit 30. Sur la route qui les ramène chez eux à travers le bois, une bien étrange rencontre attend ces automobilistes. Dans les feux, dans les phares de la voiture, on voit une voiture arrêtée. Cette voiture est en contrebas. Et pour ma part, je vois une personne plus âgée, qui est plus bas dans le chemin, qui lève ses bras comme s'il voulait nous arrêter. Ah, moi je vois un corps, ça c'est clair. Avec un monsieur avec c'est un homme. Étendu sur le sol avec des cheveux foncés. Il y avait un risque. Et le plus gros risque que j'ai vu, pour moi, c'était de ne pas voir les mains de la personne qui se mettait derrière la voiture. Et ça a été un déclic de dire on ne reste pas là, on s'en va. Tout ça va super vite, donc ça se passe en quelques secondes. On était prêts à s'arrêter parce que nous, moi clairement, on pensait que c'était bêtement un accident. Retenus par la peur, ces témoins mettront près de 20 ans avant de se confier aux enquêteurs. Leur témoignage, contrôlé lui aussi sous hypnose, déclenche de vastes fouilles dans le bois. Le corps du tueur reste introuvable, mais d'autres découvertes sont étonnantes. On va faire des fouilles à cet endroit-là pour voir s'ils n'ont pas enterré leur complice. Et à l'endroit précis où le témoin va voir donc les agissements suspects, on va retrouver des munitions tirées 9 mm qu'on n'utilise certainement pas pour aller à la chasse, une munition qui peut provenir d'une des premières attaques de la bande de Brabant-Wallon chez Dekeyze à Wavre en 82. C'est encore une fois un élément dans les 30 heures qui nous font penser qu'un des auteurs, donc le tueur, celui du parking, s'est fait tuer par une balle de la police. Pendant 24 heures, la bande disparaît de la circulation, mais reste sans aucun doute terrée dans cette région du bois de la Houssière. Sa base de repli, sa zone de confort, qu'elle connaît comme sa poche, dans laquelle elle se fond, comme le prouvent tant d'indices. 11 novembre 85, minuit 30. Le canal de Ronquière au lieu dit le large de Fauquet. Un ronronnement de moteur réveille un riverain. Il y a une Golf foncée, encore, et un second véhicule. Les voix de plusieurs hommes, le bruit d'objets dont on se débarrasse dans les eaux sombres du canal. Un an plus tard, des fouilles sophistiquées extirpent des flots, une centaine d'objets reliés à la bande. Cette fameuse découverte lie au fait tous les faits. Mais ce qui est important, c'est qu'on retrouve notamment une arme Blackout qui a été volée chez Dekeyze. Ça veut dire un des premiers faits de la première vague. On retrouve également, et ça c'est quand même très important, le baby coffre, c'est un petit coffre que les auteurs ont pris avec au Deleuze d'Alost, le dernier fait. On retrouve également une veste qui correspond à la description que les témoins donnent du tueur qui est sur le parking. Et on retrouve un gilet pare-balles. Alors ça nous fait penser à un équipement d'une personne. On dirait qu'on a vidé une cache et qu'on a balancé tout dans le canal. La même nuit, à 2 km du canal, dans le bois de la Houssière, une fois de plus, la bande s'apprête à faire disparaître un des derniers indices. L'hypothèse est limpide. Avec la mort du tueur, celui qui a abattu sauvagement 7 personnes sur 8 à Alost, 24 des 28 victimes des tueries, le gang n'existe plus. Qui sont les tueurs du Brabant? Une piste intéresse aujourd'hui particulièrement les enquêteurs. Il y a des pistes qui sont liées certainement au bois de la Houssière, certainement à cette zone de confort.
Il n'est pas exclu non plus qu'on s'est trop orienté vers des gens, donc je vais dire des Belges, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a quand même certains éléments dans le dossier qui font penser à une implication éventuelle du milieu français, notamment dans la première vague. N'oubliez pas, le premier fait a été commis à Maubeuge, c'est quand même en France, et certains faits de la première vague ont été commis avec un véhicule qui était muni de plaques françaises, d'ailleurs de caisses aussi. Donc le même véhicule va être utilisé avec des plaques belges en France et en Belgique avec des plaques françaises. Ce qui nous fait penser que il n'est pas exclu que, en fait, des Français peuvent être impliqués et peut-être qu'il y a des gens donc autour du bois de la Houssière, dans cette zone de confort, qui ont vu donc des Français, des voitures avec des plaques françaises qui n'étaient pas là avant. Ça peut permettre à élucider. Une piste vers la vérité qui espère de nouveaux témoignages. Car derrière eux, les criminels ont fait le vide. Ce lundi 11 novembre 1985 à 1h30 du matin, leur Golf flambe dans le bois de la Houssière. 30 heures après les premiers indices sur la tuerie d'Alost, la bande du Brabant wallon efface une de ses dernières traces. Le chrono s'arrête, mais pour les enquêteurs, le temps continue de courir. Les 28 morts des tueries sont toujours un mystère. Il reste 5 ans pour l'élucider. Tant de familles l'attendent, tellement de vies meurtries l'espèrent.